Bonjour, bonsoir, fidèles internautes. Merci d'avoir choisi TLR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. C'est encore moi, Christian Perrin. Je reçois aujourd'hui Georges Goma, membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Avec lui, nous allons essayer de décortiquer l'actualité sociopolitique et économique du Congo-Brazzaville. Grogne sociale un peu partout, crimes économiques, crimes policiers, violation des droits et libertés fondamentaux au Congo-Brazzaville. Voilà qui va constituer l'ossature de notre émission aujourd'hui. Bonjour Georges Goma. Bonjour monsieur Christian Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Georges. Je rappelais que vous êtes un membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Vous nous disiez une fois sur notre plateau ici, bien entendu, que l'élection présidentielle de mars 2021 n'était pas votre affaire. Votre objectif à vous, c'était une insurrection populaire pour mettre une bonne fois terme au régime totalitaire de Brazzaville. Est-ce que vous êtes resté intransigeant malgré l'élection présidentielle qui a eu lieu et aujourd'hui la nomination d'un nouveau gouvernement avec à la tête Anatole Koliné-Makosso? Écoutez, monsieur Christian Perrin, une fois de plus, merci de m'avoir à votre plateau. Le CRC, je pense a été clair là-dessus. Le CRC, les membres du CRC sont des observateurs très attentifs de l'évolution, n'est-ce pas, de la vie politique au Congo-Brazzaville. Et donc, les postures que le CRC adopte sont des postures qui sont basées sur cette observation d'un État qui s'est installé depuis 1997. Donc, nous savons que ça allait aboutir à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Parce que le Congo n'est pas un pays démocratique, c'est un pays qui, depuis 1997, fonctionne sur les bases d'une dictature féroce, même si, évidemment, il se part des oripeaux de la démocratie. Donc, la posture du CRC est la même, elle est braquée sur une éthique du renouveau, d'une renaissance que nous avons postulée depuis très longtemps et que nous avons dit également que toutes les élections présidentielles qui se passent, pas seulement les élections présidentielles, sont un non-événement pour le CRC parce qu'on n'en tirera rien. Donc le CRC est resté sur sa posture qui est la renaissance. Les élections ne nous intéressent pas. Alors après donc l'élection présidentielle, j'en parle quand même, de mars 2021, la situation sociale au Congo est actuellement, je dirais, explosive. Les fonctionnaires retraités sont à plus de 30 mois sans pension. On parle même d'ailleurs de 33 mois, sinon ils sont passés à 34. Les étudiants vont bientôt atteindre 40 mois sans bourse. Et nous savons que l'électricité, l'eau sont devenus mais vraiment une gymnastique. Alors, quelle analyse portez-vous face à toutes ces situations? Monsieur Christian Perrin, vous parlez de cette grogne sociale qui va crescendo de toutes les façons, mais c'est la résultante d'une très très mauvaise gouvernance. Il ne vous échappera ou il n'échappera à personne que le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui a 5 millions, à peine 5 millions d'habitants et que le Congo-Brazzaville, nous l'avons dit et nous le redirons toujours, est un pays producteur de pétrole, de bois de bonne qualité et d'autres ressources du sous-sol. Donc, un pays très, très, très riche, qu'on a vu d'ailleurs donner des prêts d'argent, des milliards et des milliards à d'autres pays en Afrique. Ça, on l'a vu, tout le monde l'a vu. Ils ne se sont pas cachés de le faire. Et qu'aujourd'hui, pour un petit pays comme ça, qu'il y ait cette grogne sociale qui est fondée sur des faits, qu'il s'agit en effet d'une société, d'un pays en déliquescence. C'est un pays en échec avec lui-même et ça se traduit par cette grogne qu'on observe dans tous les secteurs de la vie sociale au Congo-Brazzaville. Donc, le point fondamental, c'est que c'est une très, très mauvaise gouvernance qui ne se donne pas le temps d'une autocritique et connaissant très bien, évidemment, ses échecs, continue, va de l'avant dans ses échecs. Vous voyez?
Donc, je pense qu'on va revenir on va donner des faits précis sur cette grogne sociale, mais d'une manière générale, nous en sommes là. On ne tirera rien de la gouvernance qui vient de se mettre en place. Bien au contraire, les problèmes vont aller crescendo au Congo-Brazzaville. Donc, c'est une mauvaise gouvernance. Et le CRC n'a pas ménagé ses efforts à le démontrer et va continuer à le démontrer qu'il faut nécessairement un changement de paradigme dans la gouvernance politique et économique au Congo-Brazzaville. Le gouvernement qui se met en place, entre guillemets, c'est, une fois de plus, un perdant. On perd du temps aux Congolais. On perd du temps aux Congolais. Et que les gouvernants de ce pays, 6 ans, c'était un peu conscient de ce que veut dire la gouvernance, de ce que veut dire un État. C'est-à-dire un État doit être chargé de rendre un certain nombre de services à ses concitoyens. Mais ce qu'on observe, ce n'est pas cela. C'est pas cela qu'on observe aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Et quel regard, donc, vous étiez sur ce régime de Brazzaville qui finalement a opté pour la répression, parfois sanglante d'ailleurs, les fonctionnaires qui réclament leurs droits sociaux. On a vu dernièrement, par exemple, à Pointe-Noire, les travailleurs de la mairie de Pointe-Noire réclamaient les arriérés de salaire, mais ils ont été répondus finalement par les bastions et d'autres ont été arrêtés. Voilà, mais une fois de plus, c'est la nature du système. C'est la nature du système. À une époque, nous avons dit, écoutez, proclamez tout simplement que vous êtes une dictature. Proclamez-le ouvertement. Mais peut-être que en installant clairement des institutions dictatoriales, les Congolais se diront, mais écoutez les gars, c'est une dictature, les dictatures ne fonctionnent que de cette manière-là. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Que nous sommes un pays démocratique qui fonctionne sur les principes de la démocratie. Vous voyez? Mais là, évidemment, notre critique sera acerbe parce qu'ils viennent de notre côté. Nous sommes du bon côté de l'histoire. C'est nous qui proclamons la démocratie. C'est nous qui sommes empreintes de la démocratie, des valeurs démocratiques. Et quand on les viole, ces valeurs démocratiques, nous serons là pour dire non, au péril parfois même de notre propre existence. Vous voyez? Donc, évidemment, ce qui se passe en ce moment, vous avez parlé de la répression, mais c'est ça les caractéristiques d'une dictature. Il y a quand même des chartes qui existent. Comment régler des conflits sociaux? Les syndicats existent qui, de façon correcte, peuvent aborder les problèmes auxquels les Congolais sont confrontés. Mais un État qui utilise ces institutions régaliennes, en l'occurrence, des institutions qui assurent l'ordre à l'intérieur du pays, c'est-à-dire, il y a la police, il y a la gendarmerie et les corps affiliés. C'est pour protéger les Congolais, mais ce n'est pas pour soumettre les Congolais à ce que l'on voit là. Et l'expression de la fameuse grogne sociale, les 3 grands hôpitaux de la République, on a vu le CHU, on a vu l'hôpital général de Dolisie, mais encore l'hôpital de Louandjili, qui sont quand même des institutions qui s'occupent de la santé des Congolais. Des gens qui restent beaucoup de mois sans salaire. Attendez, dans les pays dans lesquels nous vivons aujourd'hui, chaque fin du mois, mais les gens ont leur salaire. Mais comment pouvez-vous imaginer un médecin, une infirmière, un aide-soignant, une aide-soignante, qui depuis des mois n'a pas perçu son salaire? Comment va-t-il rendre, n'est-ce pas, le service dont les Congolais attendent? C'est quand même des choses élémentaires. Mais attendez, ce n'est pas tout. Mais il y a eu aussi l'ANAC, les travailleurs de l'ANAC aussi. Mais tout dernièrement, on a vu au niveau de la mairie de Pointe-Noire. Mais quelle est la réponse que l'État a donnée par rapport à l'expression tout à fait légitime des citoyens congolais qui ne font que réclamer leur dû? Ils ont travaillé. Ils ont donné de leur force de travail et de leur force mentale, parfois à des situations très difficiles. Mais comment peut-on envoyer la BAC, la brigade anticriminelle, bastonner ces gens qui ne font que demander leur
C'est-à-dire que ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et cette grogne sociale, je ne pense pas que ça soit... Il y a aussi, d'ailleurs, parlons-en, et même les députés, c'est-à-dire que nous sommes dans les chambres de la République, les chambres, jusqu'aux chambres de la République, jusque dans les rangs même de l'armée également, on a entendu quand même la grande muette, mais ça bouge à ce niveau-là également. Peut-être que les policiers qu'on envoie, n'est-ce pas, mater les gens, ils ont peut-être leur salaire en tant que tel. Mais l'expression de cette grogne sociale, on ne va pas citer... Oui, mais évidemment, Georges, tu fais bien d'en parler parce que lorsque tu dis les policiers ou les gendarmes qui matent les travailleurs aujourd'hui, on en a vu aussi lors de la manifestation des retraités, comment la gendarmerie a dispersé ces vieux papas et ces vieilles mamans, mais avec toute la force. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'ils sont conscients que eux aussi vont prévaloir leur droit à la retraite un jour. Écoutez, là, c'est vraiment le cœur brisé. J'ai le cœur brisé parfois, même moi-même, quand parfois nous sommes très durs vis-à-vis de ce régime, on arrive à nous poser nous-mêmes la question, mais si c'est nous qui avons tort peut-être d'être aussi rudes vis-à-vis d'un régime, pourquoi on leur donnerait pas leur chance? Mais quand on regarde les choses à la loupe, nous confortons dans le fait que nous avons raison. Et nous nous battrons pour ça. Vous avez évoqué les personnes du troisième âge. Mais attendez, tous les Congolais savent très bien que déjà, quand les gens ont obtenu leur droit la liquidation de leur retraite, leur droit à la retraite, mais il y en a qui restent encore 3, 4, parfois même plus d'années sans obtenir cette liquidation de leur retraite. Et il y a des pratiques qui se font au niveau des institutions qui s'occupent de cela et qu'il faut que ces gens-là se décarcassent à payer pour obtenir, n'est-ce pas, leur dû, le paiement de leur retraite. Mais c'est ahurissant de voir des choses comme cela. Et tout dernièrement, les médias sociaux, heureusement que les médias sociaux existent aujourd'hui, où nous avons des informations en temps utile. On peut critiquer les médias sociaux comme on peut, mais nous sommes bien contents d'avoir eu cette réaction vis-à-vis de la censure d'autrefois. On a vu un colonel ou un commandant de l'armée, là, qu'on a bastonné, et les images qu'on a vues, on se demandait s'il était décédé parce qu'il donnait l'apparence d'une personne décédée après avoir reçu les coups de son propre corps, de toutes les façons, corps entendu de l'armée ou de la police, où il a servi pendant très longtemps, et ayant été à la retraite, il ne faisait que revendiquer ses droits les plus absolus. Ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Est-ce que ces gens qui sont au pouvoir peuvent s'imaginer un peu ce qu'on appelle l'empathie? L'empathie, c'est la capacité qu'un être peut mettre à la place de l'autre. Mettez-vous à la place de l'autre. Les gens qui sont dans le gouvernement de monsieur Denis Sassou Nguesso et tous les autres qui n'ont pas ce problème-là, puisqu'on va se servir dans les caisses d'État comme on veut, qu'ils essaient de s'imaginer. Mettez-vous à la place de ce colonel, ce commandant-là, qui a des enfants, qui a des petits-enfants et qui a des loyers à payer et qui totalise 33 mois sans avoir son salaire et qu'on vient bastonner à mort comme on l'a vu. Mais attendez, à un certain moment quand même, il faut faire fonctionner la conscience, votre conscience humaine en tant que telle. Donc, je reviens encore sur les personnes du troisième âge. Sincèrement, les personnes du troisième âge sont parmi les catégories sociales les plus vulnérables à protéger nécessairement. Et on arrive à voir d'ailleurs que les gens crèvent, ils meurent sans avoir touché le premier copec de leur retraite parce que ça tirait en longueur. Mais est-ce qu'au fond, on est à se demander, est-ce que derrière, il n'y a pas, je veux le dire, est-ce qu'il n'y a pas une volonté génocidaire par rapport à cela? Parce que c'est quoi le génocide? Certains vont me coller un peu à la figure d'exagérer quelque peu. Mais non, mais attendez, un génocide, c'est une destruction méthodique d'une catégorie sociale ou d'un groupe social déterminé. On peut dire que les personnes âgées sont une catégorie sociale, comme les jeunes également sont une catégorie sociale. Mais à travers ce type de mécanisme, parce qu'ils le savent très bien à l'intérieur, il y a des analystes qui savent très bien que c'est devenu quelque chose d'anormal devient normal. La normalité devient la normalité. C'est-à-dire que
Ça n'émeut plus personne qu'un retraité crève sans avoir touché sa première pension. On le voit au Congo-Brazzaville. Mais si le système se maintient, il y a une volonté manifeste de le faire. Et s'il y a vraiment une volonté manifeste de le faire, alors c'est génocidaire, ça. Je suis désolé, mais je prends la responsabilité des mots que je prononce. Et que ça ne devait pas commencer. Alors, continuer comme ça. Ah ben, puisque nous parlons des retraités, donc de la CNSS, il y a quelque temps... Monsieur oui. Christian Perrin, s'il vous plaît, je vais quand même rajouter rapidement quelque chose avant de continuer là-dessus. Je parlais un peu des endroits où se manifeste cette grogne sociale au Congo-Brazzaville, mais j'ai pas envie d'oublier les mamans qui vendent dans des marchés. Vous voyez dans quelles conditions est-ce que ces pauvres mamans vendent pour nourrir leur famille au quotidien? Les exactions auxquelles ces mamans sont confrontées dans les marchés et qui ne laissent pas seulement d'être très vétustes. On voit très bien les saletés dans nos grands marchés, que ce soit à Brazzaville ou que ce soit à Pointe-Noire, où on se demande s'il y a des services d'hygiène au Congo-Brazzaville. Il y a des ministères quand même qui sont dévolus, n'est-ce pas, à cela. Que font ces ministères pour nous avoir des marchés propres, au moins que les gens aient la santé sauve par rapport à ça? Mais le plus important que je voulais dire, c'est que ces mamans-là, que les contributions directes tous les jours poussent à demander de l'argent, tous les jours pratiquement, ces mamans-là aussi ont le droit de revendiquer. C'est une grogne aussi qui se met à ce niveau-là. Imaginez-vous que les mamans rentrent en grève. Mais comment allons-nous vivre? Ça, c'est quand même très, très, très important. Et je crois que j'avais cité aussi, je citais les députés et les militaires également. Hein, si à ce niveau-là, les gens ont suffisamment de raisons de rentrer dans la grogne, eh bien, voilà, c'est que la situation du Congo est vraiment très lamentable. Je vais terminer aussi avec la population d'une manière générale. D'une manière générale, c'est quoi? Mais attendez, dans une ville, il y a l'eau et l'électricité quand même fondamentalement. Mais si les gens ont des délestages tout le temps qui occasionnent, n'est-ce pas, la perte des appareils électroménagers, parce que scientifiquement, c'est démontré, quand le courant va brusquement et revient brusquement, mais ça gaspille l'électroménager, ça coûte très, très, très cher pour des gens qui ont déjà des problèmes d'argent. Mais l'eau qui ne coule pas, on a vu tous, l'eau qui sort des robinets, c'est une eau très, très, très sale. Mais et pourtant, la population congolaise est assaillie chaque fin du mois des factures qu'il faut payer, et quand on ne paye pas, ben, ils sont exposés à ce que l'on sait. Voyez? Donc, nous sommes quand même dans une situation que... Évidemment, pendant que tu parles de l'électricité et de l'eau, les délestages qui sont constatés, il faut noter également que cela entame le fonctionnement des petites et moyennes entreprises. Et qu'après, on ira demander à ces entreprises de payer les impôts, alors que, bon, on les empêche d'abord de fonctionner. Je crois qu'il y a... écoutez, vous apportez quelque chose supplémentaire au raisonnement que j'essaie de tenir ici, c'est tout à fait juste. Mais c'est-à-dire que finalement, nous nous trouvons dans une situation anomique, d'une situation, ça c'est un terme purement sociologique, nous sommes dans une situation où plus rien, c'est-à-dire il y a plus la société, il y a plus de valeurs qui maintiennent la société en équilibre. C'est du chaos partout. C'est du chaos partout. Tout le monde est logé à la même enseigne. C'est pourquoi nous disons clairement au CRC, ben, il faut nécessairement que les Congolais se lèvent pour dire il faut arrêter avec ce système-là. Nécessairement, si les Congolais ne le font pas, une époque où je crois que nous avons eu une émission avec vous, Monsieur Perrin, où on nous a fublé de préparer des coups d'État, mais nous avons dit clairement que non, la démarche du CRC, ce n'est pas des coups d'État. On ne peut pas vouloir imposer la démocratie et passer par des coups d'État. Non, ça nous regarde pas, les dialogues et tout le machin, ça ne nous concerne pas parce qu'on sait comment le système fonctionne. Mais nous voulons que les Congolais prennent conscience par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et que les Congolais sachent très bien que leur existence ne se limite pas à leur propre existence en tant que telle, mais leur existence se prolonge jusqu'à l'existence de leurs enfants.
de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants, et que les problèmes qui se posent aujourd'hui, si on ne prend pas le temps de les régler concrètement, eh bien, et ceux qui sont responsables de ces problèmes aujourd'hui, qui vont crever demain, nous allons tous crever, mais ils vont laisser sur les générations futures toutes les conséquences des turpitudes qu'ils posent aujourd'hui. C'est quand même mathématique, cela. C'est pas difficile à comprendre. Je reviens donc sur les retraités qui n'ont pas leur pension depuis pratiquement 34 mois, nous l'avons dit tout à l'heure, et qui revendiquent d'ailleurs, mais malheureusement qui sont violentés par la gendarmerie. Alors sur ce dossier, il a été identifié un réseau mafieux finalement à la CNCS où 500 millions de francs CFA ont été détournés. Et dans ce réseau, on cite d'ailleurs un certain Gildas Ambende Nguesso, qui serait le neveu de Denis Sassou Nguesso. Il y a le lieutenant Eyoka, si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Entre-temps, ce lieutenant qui venait vanter les paires de chaussures qu'il achetait à coups de millions, et maintenant se rend compte que finalement c'était l'argent des retraités qu'il détournait et puis faisait sa vie en France. Il y a également Évariste Ondongo qui est cité dans ce dossier. Pendant ce temps, les retraités croupissent dans la misère, meurent parce qu'ils ne peuvent plus se traiter, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ne peuvent plus se nourrir correctement, surtout que c'est des personnes vulnérables. Écoutez, l'analyse que je fais, ça reste dans la continuité de ce que j'ai dit au départ, et ça reste aussi dans la droite ligne des travaux du CRC. Bon, vous parlez de réseau de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est-à-dire un champ d'activité qui prend en charge les personnes dans des situations difficiles de leur existence. Et le principe de fond à ce niveau-là, c'est de dire le principe de la solidarité. Comment ça fonctionne? Ben, ceux qui travaillent, en fait, payent des taxes pour prémunir l'ensemble des risques sociaux, ce qu'on appelle les risques sociaux, contre le chômage, pour la retraite, les maladies, ainsi de suite, un certain nombre de choses. Ça, c'est très, 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 très important, ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on constate au Congo-Brazzaville pour la CNSS, qui génère des fonds énormes, et ça montre à suffisance que les Congolais qui travaillent, ils font leur travail à leur niveau. C'est-à-dire, ils cotisent. Ils cotisent pour leurs vieux jours. Ils cotisent pour se prémunir contre le chômage. Ils cotisent pour leurs allocations familiales. Ils cotisent. Et c'est beaucoup d'argent. Et qu'on retrouve que les gens à qui on a donné la charge de gérer cet argent-là brillent par une délinquance financière incroyable. Mais moi aussi, j'ai vu les personnes que je vous venais de citer là. Les messieurs, les Eyoka qu'on a vus dans les magasins de Paris en train d'acheter, ouvrir des sacs et des liasses, des jeunes gens comme ça. Est-ce que ces gens-là ont une tradition de richesse au Congo-Brazzaville? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, et c'est clair, et ils le savent très bien. Et ça sort quand même d'une enquête du ministère de l'Intérieur, là, qui semble-t-il a lancé, n'est-ce pas, une information autour de cela. Donc, ils savent très bien ce qui se passe. Et ce que j'ai lu encore, c'est quoi? Ce monsieur Eyoka et puis monsieur Ambende, est-ce que c'est le même Ambende qui distribue aussi l'argent dans Brazzaville, à tout va comme ça, à des jeunes? En tout cas, c'est le même. Oui, c'est le même. Je ne sais pas si c'est le même, mais c'est le même. Retenu, c'est le nom d'Ambende, et qui me semble être en rapport avec la famille du chef de l'État. Bon, attendez, quand on est face à des situations comme ça, là, mais vous perdez votre latin. Quand les retraités n'ont pas leur argent, tous les secteurs de la vie sociale, finalement, mais sont en crise, il n'y a pas d'argent, et à côté, on trouve des gens comme ça, et qui même, on nous a dit qu'ils gagnaient chaque fin du mois, ils avaient entre 100 et 200 millions. Attendez, mais sincèrement, est-ce qu'on est tranquille de voir des choses comme ça? Mais ça, c'est avec ces deux individus seulement. Mais regardez toute la montagne qui existe avec les autres. Et comment peut-on comprendre que le Congo-Brazzaville se mette à aller chercher de l'argent à l'extérieur, aller endetter encore le pays, alors que le pays est capable de fonctionner correctement et de dégager les fonds nécessaires pour faire tourner la bécane?
Non, mais je perds mon latin tout simplement par rapport à cela. Je perds mon latin. Là, c'est le cas le fameux réseau de la CNCS, comme vous le dites là. Mais attendez, on a entendu aussi parler d'un certain directeur général de l'information. C'est bien sûr, c'est pas si c'est le même, hein, qui avait détourné. On parle aussi. 50 milliards, c'est 50 aussi, milliards, je crois, oui. Ben, un truc comme ça. Vous voyez, quand on me parle de milliards, là, franchement, je me dis, mais comment peut être le milliard? Mais même le million, là, franchement, quand on parle d'un million, on se dit, mais attends, les gens détournent désormais des milliards. Comment se fait-il qu'au Congo, on se retrouve avec des multimilliardaires oui, alors que dans leur famille, il n'y a jamais eu des industriels et qui se retrouvent aujourd'hui avec 6 individus congolais, dont Christelle Denis Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya, Gilbert Ondongo, Rodolphe Adada, Lucien Ebaka et Jean-Richard Bruno Itoa, qui à eux seuls ont plus de 5 000 milliards dans les paradis fiscaux. Et cela a été rapporté par Monde Afrique. Et les Panama Papers aussi, pendant que nous y sommes. Les Panama Papers aussi, pendant que nous y sommes. Bon, ben écoutez, c'est là où évidemment, nous n'arrêtons pas de dire que nous sommes face à un régime qui est criminel, dans le sens plein du terme. Le régime, c'est un régime criminel. Le crime économique, le crime financier existe, c'est bien ce que nous sommes en train de dire là. Au Congo, nous n'avons pas, personne ne peut se lever pour dire que j'ai une tradition de richesse. À la limite, on connaît très bien des commerçants qui se sont battus pour construire leur richesse, mais on comprendra très bien aussi que la richesse qu'on voit aujourd'hui, c'est une richesse indue. La richesse qui est fondée sur la dilapidation des biens publics par des complicités, des dispositifs combinatoires qui sont au sein, n'est-ce pas, des circuits de l'État. Ça, on le sait très bien. L'argent est gardé dans les chaumières. L'argent est expédié dans les banques à l'étranger. J'entendais encore quelqu'un qui se demandait, mais attendez, moi, j'ai jamais vu un ministre sénégalais construire des maisons à Brazzaville. J'ai jamais vu un président Sao Tomé construire à Brazzaville. Mais ce n'est pas le cas parce que les gens de Brazzaville, eux, ils construisent partout dans le monde, jusqu'au Japon, partout. Avec quel argent? Et on voit très bien que c'est pas leur argent parce qu'on n'a jamais la tradition de la richesse. Donc, sciemment comme ça, il y a un groupe d'individus qui a pris le pari de détruire le pays parce qu'on détruit le pays. Avec l'argent qui revient au pays, on pouvait développer le Congo-Brazzaville. Tout le monde devait être très bien, avoir le bonheur d'être congolais et de vivre au Congo-Brazzaville. Mais le problème, c'est que non seulement on pille l'argent du pays et en même temps, autant c'est-à-dire aujourd'hui, on en est à chercher encore où aller emprunter de l'argent. Mais attendez, quand vous empruntez de l'argent, ça veut dire quoi? C'est que la personne qui vous emprunte, qui vous prête son argent, elle veut avoir de la plus-value sur cet argent-là. On n'arrive déjà pas à rembourser. Mais ce qui veut dire que le caractère criminel du régime, c'est de transférer leur inconséquence, je l'ai dit tantôt, sur des générations futures qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Les actes qui sont posés aujourd'hui, ça c'est quand même assez facile à comprendre parce que c'est mathématique. Vous voyez? Donc à votre question, ma foi, c'est tout simplement des brigands. Il n'y a pas autre chose que ça. Il y a une mafia au niveau de la sphère politique qui gaspille l'argent de l'État. Kiki Nguesso en Floride a quand même un dossier là-dessus. Il y a Global Witness qui nous a apporté des données là-dessus, non? Mais la fille de M. Sassou à New York, la tour 30, là aussi, il faut qu'on nous explique d'où vient cet argent. C'est pas Georges Doma qui le dit, c'est pas le CRC qui le dit, mais ce sont quand même des personnes qui ont fondé leur essence à faire ces recherches. Global Witness, ils racontent pas du n'importe quoi quand même. Nous sommes à l'extérieur, nous voyons comme un film qu'on projette. On vous dit, mais voilà ce que nous voyons sur le film. Faites attention, voilà dans quel état vous êtes.
Georges Goma, tout à l'heure on a parlé de l'argent planqué dans les paradis fiscaux, on a cité quelques noms. Parmi ces 6, curieusement, tous ces 6 se retrouvent dans le nouveau gouvernement, notamment Denis Christel Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya, Gilbert Ondongo, nous l'avons dit, représentant personnel d'ailleurs de Denis Sassou Nguesso, qui pourtant dans son discours disait tolérance zéro. Mais on se rend compte, toutes ces personnes, non seulement qu'elles soient citées dans les scandales financiers à l'extérieur, se retrouvent finalement dans un gouvernement, entre guillemets, dit gouvernement de guerre. N'est-ce pas paradoxal? Ben, est-ce que c'est vous qui faites confiance à M. Denis Sassou Nguesso? A-t-il déjà dit quelque chose pour laquelle les Congolais ont eu confiance en lui? C'est pas en 2009 qu'il proclamait à qui voulait l'entendre qu'il allait industrialiser tout le pays et que le Congo avait toutes les capacités d'industrialiser tout le pays. Eh bien, et bravo, évidemment, s'il le faisait, les jeunes Congolais allaient trouver du travail, non? Mais ils l'ont dit pourtant en 2009. Où est-ce que nous en sommes avec les industries du Congo-Brazzaville? Il n'y en a pas. Bien au contraire, ce que Massamba Deba avait fait, il s'est entrepris à les détruire, non? Hein? J'ai retrouvé dans les archives de mon père quand même aussi c'était quoi en 1979, 1980, mon père avait bien écrit que M. Sassou Nguesso avait présidé au cinéma Vogue la conférence sur les industries d'État en tant que tel. J'ai retrouvé, n'est-ce pas, ces archives-là. Mais depuis 80, finalement, on se rend compte que toutes les entreprises ont été démantelées les unes après les autres. Et cela va ensemble aussi avec l'éducation. Et là, c'est M. Denis Sassou Nguesso lui-même qui dit ouvertement, quand on lui pose la question sur l'éducation, il dit ouvertement que jusqu'aux années 80, 79, 70 ou 80, le Congo a eu presque 100% d'enfants alphabétisés. Et lui-même, il le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Sassou qui le dit, qu'à partir des années 80, nous avons pris la décision de tout détruire. Alors, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Donc, vous voyez très bien qu'on parle de l'économie, d'accord, mais parlons aussi des autres domaines parce que c'est interdépendant. Mais quelqu'un qui vous dit ouvertement que nous avons décidé de tout détruire, mais on a tout détruit jusqu'aujourd'hui, on continue à tout détruire. La destruction, c'est ça, quand on fait la guerre dans le pool. On détruit le Congo, on détruit les maisons, on détruit les individus. Donc, le principe de la destruction est immanente à ce régime-là. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent et c'est eux qui le font. Pourquoi ils veulent qu'on le dise pas? Puisqu'ils nous présentent le spectacle de leur agir politique. C'est un agir politique qui ne se cache pas. Donc, on peut pas faire confiance à M. Denis Sassou Nguesso quand il dit tolérance zéro. Mais il parlait des antivaleurs également pendant que nous y sommes. Les antivaleurs. Mais les antivaleurs sont les antivaleurs qui écument la vie politique au Congo-Brazzaville. On sait très bien ce qui se passe là-dedans. Nous n'inventons rien. C'est le spectacle de leur gouvernance qui jaillit aux yeux de tout le monde que nous ne faisons que leur rapporter à leur propre figure. Que voilà ce que vous faites. C'est pas sorcier. Nous n'insultons personne, bien au contraire. Nous les aidons s'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre l'impact ou bien les conséquences des actes qu'ils posent, mais nous les aidons quelque part à mettre ça à la surface. Voyez? Donc, on ne peut pas faire confiance de toutes les façons. Nous sommes le gouvernement, et c'est un gouvernement de guerre. Mais la guerre pour la survie du régime, qui sait très bien qu'ils ont atteint des seuils incommensurables dans la mauvaise gouvernance et qu'ils ont la peur au ventre, on l'a souvent dit, parce que si nous perdons le pouvoir aujourd'hui, ils l'ont dit aussi eux-mêmes par rapport au procès qu'ils mettent par-ci, par-là, et où on voit les personnes du régime venir dire des choses qu'ils ont dites. Le général Nyanga Mwala, il a bien dit ce qu'il a bien dit, non? Tout le monde a écouté. Mais le général Dabira également a dit ce qu'il a dit devant, puisque les procès sont publics, on les a entendus. On a quand même aussi l'intelligence de faire sens de ce qu'ils disent. Donc voilà, nous sommes, le gouvernement, c'est un gouvernement de guerre. Mais il faut définir le sens de la guerre dont il est question. C'est pas la guerre pour défendre les Congolais. Ah, ça, non. Ça, ils ont le mépris des Congolais. Ils ont le mépris des Congolais. Ils ont le mépris des Congolais. Rien qu'à voir comment ils agissent. On ne peut pas envoyer la BAC aller bastonner des gens qui, n'est-ce pas, réclament leur dû. Ça, c'est la criminalité politique. Il faut le dire avec beaucoup de force.
Vous voyez? Alors, des crimes économiques aux crimes de sang, sinon crimes policiers, c'est justement un pas seulement. Nous allons donc en parler aussi les bébés noirs. Le phénomène bébé noir fait parler de lui au Congo-Brazzaville. Évidemment, pour lutter contre ce phénomène, la police a pris finalement la résolution d'exécuter froidement ces jeunes, entre guillemets, bandits ou voyous, mais parfois en public et souvent devant leurs parents. Qu'est-ce qui justifierait qu'une police arrête un jeune, inoffensif d'ailleurs, et qu'il ne pose pas de résistance et qu'il soit finalement achevé comme ça en public, alors qu'il existe la justice? Monsieur Christian Perrin, vous voyez, votre question aborde des problématiques très sensibles et très graves. Je vais parler de l'inscription de la violence, dans la gouvernance des législatures de Denis Sassou Nguesso. Vous parlez de ces jeunes-là, d'accord? Les bébés noirs, c'est une réalité tout à fait récente. Mais repartons un peu en arrière pour qu'on saisisse quand même l'image globalement. Les 353 disparus du beach. Vous savez, nous sommes des observateurs, je l'ai dit tantôt. Je suis haut de mes 59 ans aujourd'hui. J'ai eu l'intelligence d'observer. D'autres qui ont observé, qui ont compris, ne disent rien. D'autres sont rentrés au pays, qui sont rentrés, n'est-ce pas, dans le système. Mais nous avons pris le pari de ne pas rentrer dans le système, de ne pas boire de ce vin-là, mais pour dire la vérité sur le Congo-Brazzaville, tout en sachant que c'est très dangereux. Beaucoup sont morts pour avoir dit cette vérité. Les 353 disparus du beach, ils sont rentrés au pays à l'appel de qui? Ils sont rentrés au Congo à l'appel du président de la République qui venait de retrouver son fauteuil présidentiel qui disait « Revenez au pays, votre sécurité est assurée ». Et puis, on a mis le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés et pas mal d'autres institutions pour assurer le retour de ces jeunes-là. Mais ces jeunes sont rentrés. Qu'est-ce qui leur est advenu? C'est le même régime aujourd'hui qui a buté ces jeunes-là, puisqu'ils l'ont dit, là encore, c'est pas nous qui le disons, ils l'ont dit eux-mêmes, il y a eu un procès autour de cela où le gouvernement a reconnu, n'est-ce pas, sa responsabilité dans la disparition, n'est-ce pas, de ces jeunes-là. Et c'est de eux aussi, avec ce qui filtre, qu'on nous a dit que, ben, vous savez comment on a tué ces jeunes-là? On les a entassés dans des conteneurs et on les a vivants et puis on les a balancés par-delà. C'est pas nous qui inventons cela, c'est eux-mêmes qui ont assisté à cela, qui d'une manière ou d'une autre le rapportent. Il y a certains qui ne viennent plus ici en France à cause de cette histoire-là. Mais ne vous en faites pas, je viendrai au bébé noir puisque c'est ça. Mais je veux que les gens comprennent. C'est cette conscience que nous voulons attirer aux Congolais, qu'ils comprennent ce qui se passe. On a vu tout dernièrement à l'éruption de la Covid, là. Mais ça, c'est un peu après. Il y a des jeunes aussi qui ont été butés à Chakona, là. C'est encore des jeunes, hein. Il ne faut pas oublier que l'avenir d'une société, c'est les jeunes. Comment peut-on trouver autant de jeunes dans un commissariat de police mort et puis il n'y a pas une information judiciaire qui est ouverte là-dessus? Il n'y a pas une information judiciaire qui est ouverte? Et quand on voit le jeune petit Chris Ndongi qui ne fait que faire son travail, c'est la rafle du Veldiv, ça. Et puis le docteur Ibakar aussi. C'est-à-dire que, ben attendez, ils ont leur domicile, vous savez où ils habitent. Mais envoyez des convocations, donnez-leur de venir à la DST. Ne restez pas planqués là, allez voir venir et comme ça, les arracher comme des petits voleurs et les amener là-bas. Mais après, quand le Covid arrive là, les jeunes se sont empressés à aller enterrer des centaines, près de 600 personnes jeunes qu'on va enterrer comme ça dans les fosses communes rapidement. Mais attendez, ça c'est quel État là? Comment un État peut faire des choses comme ça sans donner une justification? Et c'est curieux, Georges, s'il te plaît, pendant que tu parles de cette affaire de près de 600 corps qui ont été inhumés comme ça, on nous a dit que c'est des corps qui ont été abandonnés dans les morgues de Brazzaville, lorsqu'on sait que le CHU n'a que la capacité, c'est-à-dire la mort du CHU n'a que la capacité de 200 corps, et de l'autre côté, Makelekele, c'est pratiquement 150. Et comment on s'est retrouvé avec près de 600 cadavres et dire que c'est des cadavres abandonnés par les parents? Dans la tradition congolaise, on n'abandonne jamais les indigents. On a parlé des indigences aussi de ces gens-là. Depuis quand on est pauvres, on s'est enterré nos cadavres, nous, dans notre pauvreté. On n'a jamais vu des choses comme ça. Et en plus, le chiffre est quand même incommensurable, non, pour un fait comme cela. Et pourquoi attendre le Covid pour aller enterrer à la sauvette?
Ah ben, écoutez, moi, il y a des choses qui sont très complexes pour lesquelles je ne comprends pas moi-même dedans là, mais avoir un tel agir gouvernemental, par hypothèse, on est poussé à se dire que non, ben, écoutez, il y a certainement il y a des mécanismes qui sont mis en route et qui mettent au centre, n'est-ce pas, la mort des individus. Et c'est à croire que ces morts-là servent à quelque chose. Derrière, moi, je ne suis pas féru des choses occultes, mais à voir des choses comme cela, on s'interroge. On s'interroge tout simplement de ce que représente l'assassinat des jeunes dans un tel agir politique. Vous voyez? Mais là, venons un peu à ces bébés noirs-là, évidemment, mais une fois de plus, mais ces bébés noirs, on les voit opérer. On les voit opérer au Congo au su et au vu de la police, de ces institutions régaliennes de l'État qui ont le monopole de la violence. Voilà, ils ont le monopole. Hein? Ils ont le monopole de la violence d'État. Et ils en font usage. Ils en font usage à ce que je vois. Vous voyez? Je parlais de jeune Chris Ndongi et du docteur Nzabana et tous les autres également. Disons-le, du général Mokoko également. Ça procède de la même chose de toutes les façons. Monsieur Mokoko n'est pas un méchant. Ce n'est pas un criminel. Ce n'est pas bien loin de là. On a tous vu ce qu'il dit là. C'est pas un criminel. Pourquoi il se retrouve là? Et on refuse, ils disent que c'est pas un prisonnier politique. Mais si c'est pas un prisonnier politique, dites-nous exactement ce qu'il a fait. Donc voilà ce qui se passe. C'est que ce que vous rapportez là, mais bien sûr, les jeunes bébés noirs opèrent, on les arrête pas et parfois on les voit avec les policiers. Il y a certains bébés noirs qui se retrouvent avec la tenue de policiers. Mais il y a quand même des choses qui sont troublantes là-dedans qu'il faudrait que les gens au pouvoir nous l'expliquent. Il faut qu'ils nous l'expliquent. Mais le jeune là qui a cambriolé une dame à Pointe-Noire, mais on a tous bien vu, ils ont diffusé les images. Mais le jeune est entre vos griffes. Le jeune est entre vos griffes. Je suis un peu méchant en disant, je voulais dire, entre vos mains. Mais ça devient des griffes, parce que vu la suite. Mais comment se fait-il qu'un jeune que vous avez arrêté, vous avez des prisons pour ça? Mettez-le des menottes, emmenez-le en prison et ouvrez une information judiciaire là-dessus. Comment se retrouve ce jeune-là? L'image d'après, il est dans un cercueil. Ce qui veut dire que finalement, la police qui devait, n'est-ce pas, protéger la vie des citoyens, a un autre agenda qui lui permet de buter les jeunes qu'on devait protéger. C'est ce que je suppose, sur la base de ce que nous voyons. Et le jeune n'est pas le seul. On a bien vu aussi le jeune Ankaï, la jeune dame, la jeune fille, je me rappelle plus du nom, mais il y a des cas, il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et surtout, oui, puisque pendant que nous en parlons, Georges, il nous a été rapporté un fait où les jeunes sont kidnappés, curieusement, par soit la BAC ou la police, et qui les butent, en fait, les exécutent froidement, et vont déposer les corps des victimes à la morgue, mais les parents, avant de retirer ces corps, doivent payer une rançon. Et c'est ce qui nous a été rapporté dernièrement, un jeune kidnappé vers la base aérienne de Pointe-Noire, par la BAC, bien entendu, et qui va se retrouver à la morgue, donc un corps sans vie. Et quand les parents recherchaient, retrouvent le corps, alors on leur dit, il avait été donné des instructions, vous ne pourrez prendre ce corps que si vous payez 300 000 francs CFA. Donc, on prend des corps en otage, après les avoir exécutés, on les prend en otage, on demande aux parents de payer d'abord la rançon, mais en plus de ne pas organiser un deuil pour la victime. Et lorsqu'on a essayé de mener des enquêtes, on s'est rendu compte qu'évidemment le jeune n'avait rien de criminel, rien du tout. Les amis ont témoigné qu'il n'avait jamais fait quelque chose de méchant. Mais Monsieur Christian Perrin, même les plus grands criminels, les tueurs en série, on connaît ces histoires-là. Mais ces gens-là, quand ils finissent par être pris par la police, ils vont en prison. Et parfois, ils terminent leur existence en prison. Rien ne justifie qu'on tue surtout ces jeunes-là pour ce qu'on leur reproche en tant que tel. Mais je redis encore ce que j'ai dit, mais c'est criminel. Il faut dire les choses telles que ça se passe. Le régime est criminel.
parce qu'il ne fonctionne que par la force du crime. Quand le crime, c'est quoi? Mais c'est ôter la vie à un individu sans avoir la légitimité de ôter la vie de l'autre. L'État peut avoir la légitimité quand c'est vraiment, ça se justifie. Il y a certains pays qui avaient la peine de mort, c'est voilà en tant que tel. Mais quand on agit avec les jeunes de cette manière-là, c'est criminel. Le crime est d'autant plus renforcé quand on instruit une conduite à la famille. Voilà, on l'a tué, le voilà, mais vous ne faites pas de veillée, vous ne dites rien, ne pleurez même pas, ne pleurez même pas. Il y en a à qui on a intimé l'ordre de faire des choses comme ça. Il faut que les Congolais, les sociologues congolais nous disent vraiment, quand on voit dans leur gouvernement, là, de toutes les façons, il y a quand même des gens qui ont fait des études supérieures, qui sont des grands anthropologues et sociologues, mais il faut quand même qu'on nous dise quel est l'état de notre société aujourd'hui. Est-ce que c'est le Congo dont nous avons besoin? Malgré le fait qu'ils bénéficient des attributs de l'État, où ils se vautrent, n'est-ce pas, dans cette opulence indue, où évidemment la richesse n'a plus de sens. Il n'y a plus de sens parce que la richesse qui n'a de sens que la richesse qu'on obtient après un dur labeur, quand vous avez sur votre front la sueur qui tombe et que vous arrivez à ces résultats, voilà une richesse qui a du sens. Vraiment, ça me dépasse, tout simplement. Ça me dépasse que des jeunes qu'on devait magnifier l'existence pour que demain ils puissent, n'est-ce pas, avoir les rênes de notre société. Et quand ils sont butés de cette manière-là, ça me dépasse. Évidemment, dans le même registre, nous avons en fait été informés que 9 autres jeunes qui vivaient à Mbota, un quartier dans Pointe-Noire, bien entendu, ont été exécutés froidement de la même manière. Alors la question qu'on se pose, pourquoi la police précipite-t-elle à les exécuter froidement, tel qu'elle le fait, que d'engager des procès, puisque la police, on nous dit, c'est l'auxiliaire de la justice. Que craignent la police et la gendarmerie ou la BAC dans les procès de ces jeunes? Est-ce que ça ne cacherait pas quelque chose exactement? Parce qu'on nous dit aussi que ces jeunes, comme vous l'avez d'ailleurs dit d'emblée, travailleraient pour certains réseaux entretenus par des policiers ou des gendarmes. Pourquoi la police et la gendarmerie craignent-elles plutôt les procès de ces jeunes? Mais écoutez, vous l'avez dit dans la question que vous avez posée, je pense qu'il y a des éléments de réponse qui sont là-dedans. Hein. Bon, moi, je suis un peu comme vous, nous voyons des choses. Bon, maintenant, si on se donne à une analyse ou à des projections, à des hypothèses comme cela, ce qui est bien vrai, c'est qu'il y a quelque chose, certainement, qu'il faudra savoir. Et pour savoir ces choses-là, quand on pose une hypothèse, il faut aller sur le terrain, rassembler un certain nombre de données, les recouper pour avoir des unités de sens qui nous expliqueraient, n'est-ce pas, pourquoi ça se passe comme ça. Mais il est bien vrai que la ville de Pointe-Noire, mais la ville de Pointe-Noire est une ville stratégique ou bien géostratégique aussi là-dedans. Les exécutions sommaires dans Pointe-Noire, une fois de plus, c'est des jeunes qu'on élimine et on demande aux Congolais, aux Pontenegrais d'adopter une attitude par rapport à ce que la police fait et tout cela. Est-ce que, on a parlé des bébés noirs, la séparation entre les bébés noirs ou bien le ministère de l'Intérieur et la justice. Voilà, cette césure, cet écart qu'on a instauré, hein, on a mis un mur en béton entre la justice et la police pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, à la manière des manifestations de la vérité. La vérité. De toutes les façons, vous savez très bien aussi, c'est pas étonnant quand on fait la rétrospective du système politique au Congo depuis un certain nombre d'années, depuis 40 ans, 10 ans, vous savez très bien que le régime fonctionne sur la base du mensonge. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées. Aujourd'hui, si ces gens qui ont posé ces actes-là disaient « Oh, que le Saint-Esprit est passé par là », ben, je vais dire toute ma vérité et toute la vérité, toute ma vérité, mais on comprendra beaucoup de choses. Une police ne peut pas se comporter de cette manière-là. Une police a pour fonction première de protéger la population et les jeunes davantage, les catégories les plus vulnérables. Mais quand on se met à les buter de cette manière-là, sans discontinuer,
et selon une méthodologie bien réglée, bien calibrée, c'est qu'il y a quelque chose. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Georges Goma, alors si j'ai bien compris, pour vous, toute solution au problème du Congo passera par une insurrection populaire. Mais dans le même temps, la population se pose la question, mais ça dure trop longtemps. C'est pour quand exactement? Mais non, on peut pas. Ça peut être pour aujourd'hui, ça peut être pour demain. Nous y travaillons de toutes les façons. Ce travail-là, c'est un travail très, très complexe. Et nous travaillons aussi, ça c'est très important aussi. Vous savez, le CRC a le CEP. Le CEP, c'est le Collège d'études des perspectives. Nous avons des programmes de télévision qui vont commencer, évidemment, pour dire aux Congolais, voilà la société de demain. Hein? La prospective et la perspective. Le Congo, la Renaissance, prospective et perspective. Nous allons tout simplement, tranquillement, avec la liberté qu'on nous accorde, de nous exprimer que dans le domaine de l'éducation, voilà l'état des lieux est là. Voilà les problématiques qui se posent. Voilà. Et puis voilà ce que nous pensons, nous, ce que doit être l'éducation, ce que doit être le rapport à la jeunesse, ce que doit être le rapport à la culture. Nous dirons également en matière, n'est-ce pas, des fonctions régaliennes d'un État, en matière de sécurité et de défense, voilà l'état de la situation aujourd'hui. Comment ça marche? Et voilà ce qu'est, n'est-ce pas, ces institutions dans un Congo partagé par tout le monde, un Congo où on aimerait apporter ce bien-être aux Congolais parce que les Congolais méritent amplement ce bien-être-là, je l'ai dit tantôt en commençant notre entretien, par le fait que nous étions seulement 5 millions de Congolais et que nous avons un pays bougrement riche. Quand nous pensons avec force à notre pays, c'est que nous affirmons la capacité, les capacités, le potentiel que nous avons. Et que ce potentiel que nous avons pouvait être réinvesti pour le bien du Congo-Brazzaville. Vous voyez? Et qu'on nous garde, évidemment, loin du Congo-Brazzaville pour que nous n'ayons pas, n'est-ce pas, l'occasion de montrer de quoi nous sommes capables. Eh bien, moi, je suis Georges Goma. J'ai fait des études que j'ai fait, je n'ai pas à me claironner là-dessus, certains le savent, nous sommes allés jusqu'au bout de l'école, dans des universités les plus prestigieuses, je n'ai pas à me fanfaronner là-dessus, et que nous avons ce potentiel, et nous avons le cœur serré que nous soyons dans l'état où nous sommes. Et certains l'ont vu certainement, qu'à défaut, n'est-ce pas, d'avoir l'expression politique chez nous, là où nous sommes, on nous donne aussi un espace de liberté. Et là, j'ai été quand même dans des élections majeures ici au Québec, j'ai été candidat à une élection très majeure où j'ai fait quand même des scores mémorables et que, soit dit en passant, l'actuel président de l'Assemblée nationale du Québec était, n'est-ce pas, mon concurrent direct. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qu'il faut dire. Il faut dire ces choses-là, que nous avons de potentiel et nous avons la capacité, n'est-ce pas, de développer le Congo-Brazzaville. Et quand nous disons ce que nous sommes en train de dire, les Congolais doivent nous soutenir et travailler ensemble avec nous pour que nous changeons de paradigme de la gouvernance au Congo-Brazzaville. Il n'est pas trop tard, Et ce que nous disons, ça sera aussi au bénéfice de ceux qui nous font souffrir aujourd'hui. Parce que le pouvoir, bien sûr, ils ont le pouvoir, la réalité du pouvoir. Le tort serait de penser qu'ils auront le pouvoir là éternellement. Il arrivera un moment là où le pouvoir partira. Et là, à ce moment-là, ça sera le tour du grand peuple congolais. Voilà, c'est la fin de cette émission et merci Georges d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, et je retiens que votre objectif n'a pas changé, c'est de conduire le peuple congolais à une insurrection populaire pour mettre à terme au régime de Brazzaville. Nous reviendrons vers vous toutes les fois que besoin sera. Quant à vous, chers téléspectateurs, une fois de plus, merci de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous. Vous êtes vraiment aimables. Restez donc branchés sur TLR TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Merci.